communauté de communes du Grand Langue, donc il y a la révision du PSMV qui est reportée. Est-ce que vous savez? Vous poserez la question à la communauté de communes dans l'affaire sur la liste de langue. Vous ne savez pas? Bah si, parce que la communauté de communes n'a pas les finances actuellement pour pouvoir engager le PSMV. Une question de finances, parce que ça fait quand même plus de 5 ans qu'on en parle de cette révision. Oui, mais il n'y a pas les finances. Et chaque année, Au dernier conseil communautaire, je pense que vous en avez fait part, il n'y a pas les finances actuellement pour pouvoir assurer. Il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. Le manque de nom. Je me permets d'insister, la révision du secteur sauvegardé, c'est une priorité pour le monde des langues. Ça fait pas 5 ans que j'en ai depuis côté, mais on en parle depuis 10 ans, voire plus. Ce règlement du secteur sauvegardé, le secteur sauvegardé, ça date de 85. Aujourd'hui, on est empêtré dans un règlement qui est obsolète, qui agace toutes les personnes qui font des travaux. La chaîne des bâtiments de France, il est verrouillé parce qu'il est obligé de respecter ce règlement qui a un autre âge. Ça, c'est la priorité des priorités. Vous êtes quand même première vice-présidente en charge de l'urbanisme au Grand Langue. C'est vrai qu'on sent bien qu'il y a des tensions conséquentes au Grand Langue, mais la ville de Langue n'a pas employé le prix. C'est-à-dire que cette révision, elle doit être appliquée. D'ailleurs, il y a quelques mois, on a eu une réunion, je crois que Jean-Pierre, je pense qu'on était ensemble, où la DRAC était présente, tout le monde était présent dans la salle, et le cahier des charges et tout c'est parti. Ne dis pas que je trouve que c'est quelque chose Tout est prêt. Tout est prêt, mais il n'y a pas les finances engagées. Il n'y a pas actuellement la suite. Il n'y a pas les finances, peut-être qu'au lieu de construire une caserne de gendarmerie à Saint-Jean, peut-être que le secteur sauvegardé de Nantes est prioritaire. Mais ça, c'est des choix politiques, hein, madame. Justement, pour les choix politiques, je vous l'ai dit, nous donc on est fermement. Je suis désolée, mais vous discuterez de ce sujet quand on sera en communauté de communes. Ici, nous sommes sur le contrat qui concerne la ville de Langue. Peut-être que ce contrat, oui, il est qu'un, c'est la meilleure chose que finalement, ne dis pas qu'on n'est pas concerné, puisque là, vous projetez l'ensemble. Mais c'est quand même étonnant parce que alors, vous posez des questions qui concernent la communauté de communes. Alors, on est en conseil municipal, quand vous êtes en communauté de communes, on ne vous l'ouvrez pas. C'est quand même étonnant. Non, mais ça, c'est ce genre de discussion. C'est pas la question. Moi, ça m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est l'intérêt de la ville de Langue. C'est pas que je vous parle la parole au pouvoir et que vous jugez. Non. Madame de Nancy, l'intérêt et la ville de Langres, pourquoi pendant les 4 ans vous avez été première adjointe et 6 ans vous avez été maire, vous n'avez rien fait, même pas l'étude préalable pour modifier le règlement du secteur sauvegardé. Madame de Langres, vous avez tendance à oublier votre inaction et je rappelle que c'est au Grand Langres que ces choses se discutent et contrairement à votre mandature, il y a beaucoup moins de tensions au Grand Langres sous notre mandature qu'il y en avait sous la vôtre. Vous connaissez le coût estimé de la révision du PSMV? Oui, je la connais. Alors dites-moi. C'est entre 500 000 et 500 000 euros. C'est plutôt 800 000 euros. Vous savez la durée? Oui, Sur combien de temps ça va s'étendre? Oui, c'est sûr, mais c'est quand même 800 000 euros. Il faut que CCG puisse le financer. Actuellement, il ne peut pas. Avec le budget qui est prévu et la loi de finances, ça va être moins 600 000 euros sur le budget de la CC. Alors, je suis désolée. Mais vous poserez la On question. peut parler calmement. Vous me posez la question du montant. Je vous dis minimum 500 000 euros. Moi, je vous demande sur combien d'années ça s'étend. Combien? Non, mais voilà, donc ça s'étend sur 10 ans. Alors, si vous voulez 800 000 euros sur 10 ans, je pense que c'est comme le plan. On part, c'est une question de volonté. Mais vous émettrez cette suggestion. Au Grand Langres, il n'y a pas eu, la délibération n'est pas venue. On n'a pas eu Demandez-la, monsieur Beaugrand. on n'a pas eu cette délibération. Demandez-la à monsieur Beaugrand. Ben, Il y a encore un conseil communautaire. Vous pouvez lui demander, mais quelque chose me dit que vous ne le ferez pas. Question suivante. Vous pensez à ma place et vous agissez à ma place. Question suivante. On n'a pas évoqué ce sujet-là au conseil communautaire. Mais justement. Ne dis pas que. Ce sera en février, donc préparez votre question pour février. J'aimerais que vous l'évoquiez, monsieur Franck. Ne dis pas que. Ce sera en février, donc préparez votre question pour février. Vous avez dit qu'on n'était pas intervenu au conseil communautaire. Non, je n'ai pas dit sur ce sujet-là. J'ai dit que vous n'intervenez jamais sur les questions en conseil communautaire. Et ici, vous intervenez sur les questions du conseil communautaire, au conseil de la ville. Donc là, je vous dis que vous poserez vos questions pour le mois de février. Voilà. On avait compris que pour la révision du PSMV n'est pas une priorité, mais de toute façon, ça ne nous étonne pas, puisque vous n'exercez pas votre politique d'urbanisme, puisque vous laissez faire n'importe quoi dans la ville de Langue. Je ne vous dis pas quoi? Vous n'exercez pas votre politique d'urbanisme
mais Vous êtes chargé de faire c'est dommage que Tamara est partie parce que vu le nombre de PV qu'on a envoyés Ah bon et de lettres recommandées, Et toutes les constructions qui sont faites et qui illégales, sont chez vous les le faites. procureur, alors, vous parlez de quelque chose que vous connaissez pas. Ça, je suis désolé, j'ai connu aussi bien que vous. parce que Question vous êtes suivante. C'est un peu Question facile à suivante. juger sans savoir. Question suivante. Madame Châtel. Si j'ai bien lu le tableau, la brigade du patrimoine passe de 5 ans à 4 ans, c'est ça? D'accord, oui. Oui, tout à fait. Parce que lors de l'avenant numéro 1, il n'y avait pas eu d'aide en 2022. Donc, du coup, c'est une réduction, c'est pas sur la même durée. C'est pas une réduction, mais c'est que la durée a été réduite. Parce qu'en 2022, il n'y avait pas eu de subvention. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur Franck. On a encore dans le tableau, on a la qualification de la restauration du cinéma Les Jeunes, qui a priori est donc enlevé du contrat, parce qu'elle ne pourra pas commencer avant le 31 août 2026. Est-ce que ça veut dire que ce projet qui a déjà quand même coûté 60 000 € et qui est estimé à 1,6 million, c'est écrit 1,3 million, pardon, comprendre. Vous pensez plus m'en donner, mais est-ce que il serait pas temps peut-être de revoir un petit peu, voire d'abandonner ce projet pour étudier d'autres solutions pour offrir aux associations et notamment aux spectacles culturels des endroits pour répéter? Alors, pour ce dossier, c'est un dossier effectivement qui est suivi depuis de longue date, puisqu'il y a eu l'association de tout le monde associatif culturel, pour voir un peu comment cette maison du spectacle vivant pouvait vivre, à quelles conditions. Donc on a trouvé une vingtaine de structures qui étaient prêtes à jouer le jeu dans cette maison, qu'on appelle l'ancien cinéma des jeunes. Aujourd'hui, pour vous dire, on n'était pas au stade encore, on n'a pas recruté du maître d'œuvre, et on a donc par conséquent pas fait de demande de subvention, puisque on fait des demandes de subvention une fois qu'un maître d'œuvre a pu faire l'APS, l'APD, et c'est au niveau de l'APD qu'on fait les demandes de subvention. Or, il s'avère qu'on connaît aujourd'hui quel est le résultat des subventions 2026, puisque, on sait que la région est plutôt dans un canevas de stopper les subventions, faire un peu une année blanche pour les subventions de ce style. Et donc, on pense sincèrement que d'ici que toutes les normes soient respectées au niveau de recruter le maître d'œuvre, faire les APS, les APD, demander les subventions et avoir les réponses de subvention, on pense que les réponses de subvention ne seront pas arrivées avant le 31/12. Donc du coup, on ne fera pas, on ne peut pas demander un investissement tant qu'on n'a pas les réponses de subventionnement. Donc on a préféré dire on va mettre le GP sur ce qu'on est plutôt certain de faire avant fin 2026. Oui, je suis déjà intervenu là-dessus. Vous ne maîtrisez pas le foncier, ça paraît complètement aberrant de continuer les études. Mais il y a un problème de foncier au départ, vous n'avez pas de sortie à l'arrière. C'est complètement mettre de l'argent par les fenêtres que de continuer les études. Ça me paraît tellement aberrant cette histoire-là. Ça, c'est votre point de vue. Globalement, on a fait travailler un programmiste, on a eu les renseignements nécessaires, on a du foncier à requérir. Le vendeur est d'accord pour qu'on l'accepte, et comme je vous l'ai dit, on ne commencera que quand on sera certain de pouvoir faire des travaux. Et vous savez que sur la ville de Langres, pour faire ce type de travaux, il faut quand même être au minimum à 70% de subvention d'investissement. Quand on est en dessous de cela, c'est difficile de faire des investissements. Donc vous comprendrez bien qu'on lancera toute la machine, notamment l'acquisition d'eux, quand on aura effectivement les réponses de subvention, c'est-à-dire, à mon avis, plutôt en 2027. Si nous sommes toujours là. Si c'est quelqu'un d'autre, encore, ils feront bien comme ils voudront. Mais moi, je le dis, avec éventuellement la continuité de notre équipe. Mais si ce n'est pas nous, les suivants auront tout à fait le choix de faire d'autres choix. Tout à fait. C'est la démocratie. C'est parfait.
Un autre projet phare de votre mandature, c'est le centre social, culturel et commercial du quartier neuf. On voit sur le tableau que ce projet il est passé au début du mandat de 1 500 000 € à maintenant 7 300 000 €. Mais bon, on est donc ajourné. Pour nous, même si on pense que les quartiers neufs doivent bénéficier d'une requalification, en tout cas un renouvellement urbain en profondeur, puisque c'est des quartiers qui depuis très très longtemps ont besoin d'investissement très conséquent. Pour autant, ce projet il en est au stade de la programmation, il me semble. Alors que, parallèlement, une étude a été, je ne sais pas quelle stade elle est, en tout cas, je pense que le cahier des charges ne va pas rédigé, une étude pour mettre en cohérence toutes les politiques entre la Maris, la ville de Langres, et puis tous les dispositifs que nous avons, l'ORT, enfin, la complexité qui l'environne. Donc, comment envisager de programmer, de continuer un projet alors que même, il fait l'objet d'une globale, alors que même l'étude avec la Maris n'a même pas commencé. Donc on met vraiment, c'est bien que ce projet-là soit reculé, parce que je pense qu'il était urgent de l'intégrer totalement dans le tissu des quartiers neufs. Comment ne pas, par exemple, tenir compte de la politique de la Maris en matière de plan stratégique du patrimoine, ils ont un plan qui court depuis quelques années. Comment ne pas intégrer dedans les écoles? Alors, je sais qu'il y en a qui sont très vétustes, il y en a d'autres, ne sont pas toutes les quatre démolies, ces écoles-là. C'est demain qu'elles vont être désaffectées, c'est demain qu'on retrouvera la propriété et les charges et les soignants. Donc, comment vous imaginez programmer un îlot comme ça, au milieu d'un grand espace, d'un quartier carrément, qui n'est absolument pas réfléchi. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle de se donner, même si ces quartiers attendent cette requalification. Pour autant, c'est très important que là, on mette en face des études. Et qu'on mette tout ça en cohérence. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle de retirer du GP ce projet. Je pense qu'effectivement, on a été peut-être un peu prétentieux au démarrage parce qu'on a inscrit en pensant qu'on pourrait réaliser quelque chose sur ce territoire avant la fin de la mandature, mais quand vous faites intervenir un programmiste qui vous sort effectivement un projet intéressant, tout à fait valable, mais qu'il faut quand même conforter, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est pareil sur ce projet-là, c'est recrutement des maîtres d'œuvre, c'est ainsi de suite, c'est ainsi de suite. Donc c'est pour nous reculer, mais ça c'est pas pour l'abandonner, bien au-delà, c'est reculer. Et on en a profité donc pour voir avec Amaris, on a profité de cette opportunité pour dire avec Amaris, on va faire l'étude sur l'urbanisme pour voir quels sont les types de logements qui pourraient être là-bas éventuellement reconstruits, qu'est-ce qui pourrait être encore démoli, parce qu'il y a sûrement des choses qui peuvent être encore déconstruites sur ce. Et d'ailleurs, Amaris en est bien conscient, ils sont bien d'accord pour dire qu'il y a encore quelques immeubles qui pourraient peut-être disparaître, et dans ce cadre-là, si on fait disparaître des immeubles, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Donc on va être dans ce raisonnement-là sur 2026. Je pense que l'investissement sur ce secteur, qui je pense fait assez l'unanimité partout, que c'est un investissement, à mon avis, qui sera plutôt à concrétiser dans un deuxième temps de mandature que sur un premier temps de mandature pour la prochaine mandature. À mon avis, mais je ne maîtrise pas tous les délais, mais je pense que ce ne sera pas quelque chose qui va se faire tout de suite. 2026, ça va être l'étude avec Amaris qui va nous permettre aussi de digérer effectivement la libération des groupes scolaires là-bas, tout à fait. Donc c'est un sujet éminemment important pour la ville de Langres. On parle souvent du centre historique. On connaît qu'aujourd'hui il a bien évolué et il y a de plus en plus de gens qui s'y promènent, mais il ne faut pas oublier ces quartiers neufs et avoir là une vraie réhabilitation pour que demain les gens y viennent, y reviennent et que ceux qui y vivent le mieux possible. Alors, pour compléter le propos de Didier, en qualité de vice-présidente à l'URBA, à la communauté de communes du Grand, dans le cadre du PVD, la CCGM a lancé donc l'étude pour recruter un cabinet début janvier pour les Camaris. Voilà. Oui. Je voulais rajouter quelque chose, j'en ai corrigé pour propos, Madame Renaud, quand vous parlez d'un îlot, je tiens quand même à préciser que le projet, ce n'est pas juste un bâtiment au milieu des quartiers neufs, et en l'occurrence un centre social. Le travail qui a été réalisé avec le programmiste, il est réalisé sur le quartier, avec la liaison avec le futur groupe scolaire. On a réfléchi également au lien avec Blanche-Fontaine. Si, Madame Delors, vous dites non, mais moi je dis oui. On a travaillé tout ça, on a rencontré Amaris à maintes reprises. Nous avons eu des réunions avec l'État,
avec la présence de monsieur le sous-préfet et avec Amaris pour justement réfléchir au projet dans sa globalité. Donc le travail, il a commencé, effectivement ça prend du temps, comme l'a dit monsieur Janot, ce sera sur la prochaine mandature, mais je ne peux pas vous laisser dire que rien n'a été fait avec Amaris et que ça n'a pas été réfléchi avec les autres partenaires. Alors, je peux tout à fait dire, puisque je siège au conseil d'administration d'Amaris, donc je ne vois pas beaucoup la ville de Lens me représenter, elle ne vient jamais. Donc je participe à toutes les réunions, je travaille à l'USTAM, et j'ai donc tous les comptes rendus. J'ai naturellement questionné Amaris là-dessus, donc le cahier des charges, pour eux, il n'est pas débuté. C'est aussi. Non, c'est la CC qui va le porter comme je viens de dire. Et on en est au début de la réflexion. Et ils l'ont validé. Le projet de programmiste, il nous a présenté au conseil municipal son travail. Donc j'ai vu la présentation du programmiste. Je n'ai pas vu la réflexion des écoles dedans. Je ne sais pas si quelqu'un ici l'a vu. Dedans, dans l'exposé du programmiste, il n'y a aucunement l'intégration des 4 écoles. Voilà. Aucunement. On en est en grandeur. Monsieur Franck. Une petite question concernant la création de la voirie de la citadelle. Dans l'avenant précédent, on a cherché un montant de 2 millions, et là on est à 3 millions, c'était le montant initial, a priori. Donc on voulait juste savoir si le montant était bien celui de 3 millions, et non pas 2. Je pense que les 2 millions, c'était par rapport au dernier contrat. Là. Donc il y aura forcément un peu plus pour la mandature suivante, c'est-à-dire pour l'année 2026 et 2027, puisque les travaux ont été retardés dû à des problèmes de vétérinaires, comme vous avez pu le suivre avec le Grand Nord. Voilà, donc en fait les travaux devaient commencer en 2025 et ils ne commenceront pas en 2026 et seront repartis sur 2026 et 2027. Et les travaux vont débuter de toute façon, et c'est le report des économies qu'on a fait d'un autre côté qui sont reportées sur cette partie-là. Une petite remarque, mais je pense qu'il va s'agir d'une erreur, parce que sinon, on a touché de la toiture. Réhabilitation de la toiture du chapitre, 780 000 €. C'est une erreur. Non? Il n'y a pas que la toiture. Ah ben, il y a marqué réflexion de la toiture, ça fait chier la toiture. Non, il y a la toiture et la consolidation du bâtiment. Il y a quoi? La consolidation du bâtiment, parce qu'on ne peut pas refaire que la toiture. Parce que vous avez mis de la manipulation parce que il n'y a pas que ça. C'est parce qu'il y a également la consolidation des voûtes par rapport aux fuites des voûtes. Donc il y a et le couvert et les voûtes. Mais ça fait partie du couvert, l'ensemble du couvert de la maison. On va déjà, on va protéger la première chose, c'est qu'on va protéger notre tour du chapitre. Ensuite, vous savez que notre tour du chapitre est déjà inscrit, ça a été très très rapide, et que là nous demandons absolument qu'il soit correctement classé monument historique, parce qu'ensuite on pourra retravailler sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bâtiment en fonction des grandes directives de ce que va nous donner les RH. Merci. Oui, pour le fond du chapitre, je crois qu'il faudrait bien avoir un projet, bien sûr, mais on décide qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est un exemple tout bête. Si dans la toiture, il faut réfléchir à une chose comme ça, on va reclasser ce qu'on a fait. Donc, on a quelque chose. En fait, c'est très très contraint par rapport au bâtiment. C'est un bâtiment du XIIe siècle. C'est un bâtiment qui va être remplacé. Il est hors de question qu'on va déchirer ainsi quoi que ce soit sur ce type de bâtiment. Ça va être une réflexion et une construction, une reconstruction à l'identique. On ne peut pas faire autrement. Vous avez donné une destination. La destination viendra en son temps. Déjà, il faut le préserver. Si on n'avait pas racheté, si on n'avait pas fait les opérations, il serait peut-être déjà tombé. Et on rappelle effectivement que ce bâtiment médiéval civil qui date du début du XIIIe siècle, donc est un cas quasi unique, je veux dire, en France. Donc on ne doute pas du
finissent par être classés monuments historiques, ce qui nous permet d'avoir des subventions importantes. Et évidemment, qu'il y aura plusieurs idées, plusieurs pistes. Donc, pour l'occuper, il y a déjà des associations qui se sont manifestées pour dire que ce serait pourquoi pas un lieu pour faire telle ou telle chose. Il y a plusieurs pistes. Il va être occupé, mais déjà, sauvons ce bâtiment qui est unique, quasi unique en France, qui est quand même un bijou, l'endroit. Ça, c'est la priorité. Et après, on pourra largement discuter pour pouvoir le valoriser le mieux possible. Oui, si c'est un bijou d'endroit, il faudrait peut-être le proposer au loto du patrimoine, parce que peut-être qu'on pourra récupérer un peu de celui-là. Non, mais sérieusement, On est sérieux quand on dit oui. comment? On est sérieux quand on dit oui. D'autres remarques? Madame Delon, on va le faire quand ce sera classé pour avoir le maximum de subventions. Madame Delon, c'est comme ça qu'on gère une commune. On a un châtaignier. Oui, alors effectivement, je sais bien que les dossiers sont très longs, surtout pour les monuments classés, etc. Et je tiens à rappeler tout de même que l'acquisition du fort de chapitre a été une de nos premières actions lors du début de la mandature. Et là, nous approchons la fin et finalement, pas grand-chose a été fait. On a le dossier d'inscription qui a été fait, qui a été très rapide. La DAC est très informée de ce monument. On est en train, effectivement, c'est très long. Je veux dire, placer un monument historique, c'est entre 10 et 13 ans. Donc là, on essaye d'accélérer les choses, mais on ne peut pas le faire en 5 ans, effectivement. Et ne dis pas qu'on n'a rien fait, parce que les études qui ont été menées sur ce bâtiment par notre service patrimoine ont permis de faire de sacrées découvertes sur sa datation, les plus précoces que prévu, sur sa fonctionnalité. C'est pas pour le chapitre, il faudra peut-être le rebaptiser autrement dans les années qui viennent. Il y a eu des avancées de connaissances, on a essayé de protéger dans un premier temps. Mieux, il y en a qui critiquent mais qui font jamais rien. Nous, on a acheté et commencé à protéger. Vous, Madame Delon, comme d'habitude, vous n'avez jamais rien fait sur ce tour du chapitre et vous ne ferez jamais rien. Oui, bien, j'avais. Si ma mémoire est exacte, lorsque ce dossier a été soulevé, il y avait une entreprise, je ne me souviens plus du nom de l'entreprise, qui était tout à fait d'accord pour faire la toiture, pour refaire la toiture, à un prix défiant toute concurrence, parce qu'il voulait en faire une sorte de toiture du bois. Et ça a été complètement laissé de côté. Alors sans doute que vous avez des bonnes raisons, mais quelque part, je pense que c'était une occasion à saisir qui n'a malheureusement pas été saisie en temps et en heure. Et c'est trop tard? Non, que les choses sont très claires à partir du moment où ce document. Si vous n'écoutez pas la réponse, à partir du moment où ce bâtiment est inscrit, à partir du moment où il y a une demande de monument historique, on ne peut faire des travaux qu'avec des sociétés agréées par rapport à ces monuments. On ne peut absolument pas proposer à n'importe quelle entreprise, aussi louable soit-elle, ce type de réflexion. Ce n'est pas possible et c'est interdit. C'est comme pour toucher la fontaine de la Tonne. Parce que... Ouais. Non. Deux questions. Alors, la première, c'est sur la réputation du lotissement commercial de Savinus, en espace sportif. On vous a demandé l'étude, puisque ça a été voté le 5 juin. On n'avait pas l'étude, vous avez refusé de la donner. Et ensuite, on a été obligé de demander à la commission de réputation des documents administratifs. Sur l'injonction de la CADA, vous avez bien voulu nous envoyer un document fin juillet. Ce document-là, en fait, c'est un simple document de travail, donc c'est un document là, l'étude aboutie. C'était marqué dessus document de travail, et il manquait le 5e chapitre. Donc aujourd'hui, on voit bien que vous nous donnez enfin, c'est quand même l'étude terminée, l'étude que vous avez commandée. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans avoir certaines questions
peut pas entamer comme ça un projet sans avoir les études. Surtout les études que vous avez payées qui n'ont jamais été communiquées au conseil municipal. Voilà, c'est une demande d'avoir la communication de l'étude qui n'est pas un document de travail mais qui est une étude finalisée. Deuxième. Vous avez eu l'étude, madame Laurent, et avant même que la CADA nous sollicite. Parce que normalement, tous les documents de travail ne sont pas à transmettre. À partir du moment où ce n'est pas validé. Écoutez, moi je peux vous demain, je vous l'envoie demain, vous verrez, c'est un document de travail, il est au dernier chapitre. Je ne suis pas la seule, tout le monde. Donc c'est la deuxième question. Donc la deuxième question. Vous n'avez peut-être pas ouvert le document, mais vous l'avez eu. Je suis très bête, mais bon. On n'a pas eu. Alors, la dernière question, ça c'est une question, je me demande. La dernière question, est-ce que vous pouvez éclairer le conseil municipal sur le dernier l'ajout qui est donc dans ce contrat JP? Ce sont les travaux de sécurisation de la maison des Lumières de 1 000 euros pour un montant de 391 000 euros. Quasiment 400 000 euros pour mettre les travaux de la maison des Lumières. On suppose que ces travaux-là, on en déduit que c'est le cambriolage qui a eu lieu. Non. En fait, on avait déjà un dossier de réhabilitation de certaines choses, dans la mesure où on a un souci de poutre, on a un souci d'infiltration, on a vraiment de gros soucis par rapport à la structuration même de la maison des Lumières. Donc, on profite de faire l'ensemble de ces travaux pour y inscrire effectivement de la sécurisation supplémentaire. C'est en aucun cas suite au cambriolage. Il y a deux poutres, celle qui est entre la salle du 18e et la salle du 16e qui est alignée, et il y a la poutre qui est peinte dans la salle des encyclopédies, qui est aussi avec la briquette actuellement, parce qu'elle est très alignée. Et il y a énormément d'infiltration. Je rappelle quand même que c'est un bâtiment qui n'a que 12 ans. Et on a vraiment des gros soucis d'infiltration. On a plus de temps, on sait très bien qu'il a été ouvert, on a ouvert un musée en 5 ans et c'était beaucoup trop vite. Et qu'effectivement, on ne peut pas le passer. C'est comme ça, tout le monde hérite des problèmes, c'est la vie. Et comme ça, on peut pas venir sur le passé. Non, mais c'est aussi de l'actualité, c'est pas que le passé. Hein. Non, mais parce que là, c'est de toute façon, façon. la question que je vous pose, qui intéresse les endroits, qui intéresse le conseil municipal, je pense, c'est le cambriolage qui est dans la maison des Lumières. Bon, la seule réponse à voir, c'est pas là qu'on vient voir. Pour autant, on va avoir une délibération plus avant. Je pense que là, il y a à voir, puisque on parlera dans quelques minutes du dépôt des œuvres du musée de Troyes à Langres. Et on voit que la convention, et sinon on peut prendre tout à l'heure. Oui. On parlera de tout ça, de la délibération à donc. Alors, des précisions par rapport aux travaux de ce monument absolument exceptionnel, c'est qu'il y a eu un diagnostic complet de fait, et ça va au-delà aussi parce qu'il y a des infiltrations sur les chauguettes. Il y a aussi à revoir le petit mont de charge qui sert de processeur pour pouvoir accéder à cette maison des Lumières. Enfin, il y a beaucoup plus de travaux qui n'étaient prévus au départ. Effectivement, ça sera phasé et la sécurité viendra en priorité. Il y a également la salle Colson, parce qu'elle est très très chaude en été, et du coup, ça veut dire s'il a fait des expositions dans cette salle-là. Donc ça fait quand même une somme de travaux pour un bâtiment qui a été réhabilité il y a 12 ans, qui sont quand même énormes. C'est un bâtiment ancien. Non, mais ancien, il y a d'autres bâtiments anciens, on ne fait pas les travaux de 10 ans. Heureusement, parce que là, on a Je sais bien, vous distribuez tout le temps les bons points et les mauvais points, en général les mauvais points, mais bon, c'est comme ça. C'est un bâtiment très ancien, c'est déjà bien qu'on l'ait, c'est bien qu'on ait découvert des plafonds magnifiques. Effectivement, il y a des fragilités. Bon, Langres, le patrimoine fait partie aussi de la richesse de Langres, de son attractivité. Mais quand on confond vitesse et précipitation, vous l'avez vous-même dit, oui, vos prédécesseurs, ben voilà les conséquences financières. Il y en a qui veulent aller trop vite et qui font mal. La maison des Lumières, on en paye les conséquences aujourd'hui. Et la place d'Hydro, ne serait-ce que ces deux chantiers-là. La place d'Hydro, vous n'étiez pas obligé de. C'est Noël. Non, pas encore. Pas encore. C'est bon? Et on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a les pouvoirs.
Benjamin. On se propose toutes, donc le rapport d'INSEE concernant un acompte à verser aux associations. Actuellement, sur les années précédentes, c'est un rapport que nous passions de manière traditionnelle au mois de mars. Si on le passe maintenant, c'est tout simplement parce que y aura d'autres échéances à cette période. Et donc les associations, un certain nombre d'associations ne pourront pas recevoir cette somme avant le début du deuxième semestre. Donc pour anticiper le paquet de profitabilité, certaines d'entre elles, donc celles qui sont listées, à savoir la compagnie Zéo, l'association Livre Groupe, Pantamars et Albardier, qui a des conventions également, le COL et le FIL, nous solliciter de manière à ce qu'on puisse verser un acompte les concernant. Cet acompte, il est à hauteur de 50% de ce que nous leur avons versé en 2025. Et donc, voilà la proposition qui vous est faite ce soir tout simplement. Avez-vous des questions? On va faire ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Qui abstient? Adopté. Ensuite, subvention exceptionnelle pour les collégiens cimetières. Oui, oui, oui. Une petite question. Vous avez l'habitude d'enregistrer, et là, comme ça serait fini, donc je ne sais pas si ça. Alors, demandez à la personne qui vous file. C'est un film pour la télévision ou une émission particulière C'est public. Ah ben, Non, ça aurait été bien de prévenir. Merci, Madame Zelon. On continue sur le rapport suivant. Madame Zelon, je rappelle que les personnes qui sont dans le public ne veulent pas forcément être filmées, et notamment aussi le personnel. Il ne peut filmer que les élus, les personnes publiques et les gens qui autorisent le droit à l'image dans la salle. Si vous voulez, suite à l'incident qui a eu lieu notamment grâce à vous, monsieur Valentin, vous m'aviez activé assez joliment et que j'en ai un petit peu marre de me faire insulter comme ça a été encore là tout de suite. Donc, si vous voulez, dans le procédure, j'avais décidé de vous filmer. Parce que pour qu'on garde comme le témoignage de comment on est traité dans ce conseil. Ça fait 6 ans que ça dure. Donc voilà, et à la suite de ça, je pense que chacun a regardé juridiquement ce qu'il en était vraiment. Bon, moi j'étais sûre de le fait, la séance est publique. Oui, mais vous avez le droit à l'image pour les gens qui ne sont pas venus. Non, mais c'est pas moi qui filme. Moi je crois que le public, c'est ceux qui veulent. Alors je propose qu'on continue la séance parce que de toute façon, Madame Delon, je préfère la belle pub de Noël Intermarché avec la chanson Je suis le mal-aimé que Je suis la mal-aimée. Très bien. Bon, cela mis à part, j'aimerais bien quand même que les gens qui sont dans le public donnent leur autorisation. Parce que je ne pense pas que les gens sont dans le public. On va passer au délit, on va passer à autre chose. Si le public n'est pas filmé, que je sache. Nous avons passé au rapport 1. On peut aussi voter pour les municipales tout de suite. Alors, donc, le rapport 1 concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des parents d'élèves de l'école Jean Puel pour la participation à un séjour en classe de l'hiver au Grand Bornand. Donc, c'est une demande exceptionnelle qui est faite aussi de leur part, qui nous est arrivée relativement tardivement en cours d'année. Si cette demande a décidé d'accepter cette année, c'est parce qu'au regard de l'enveloppe que nous avions votée en tout début d'année concernant l'attribution de subventions aux associations, il nous restait une petite somme de 600 €. Et donc, par conséquent, nous proposons un soutien pour ce séjour à hauteur de 15 € par enfant l'envoi. Donc, pour un montant total de 600 €. Avez-vous des questions? Oui, quel est le reste à charge pour les Pardon. familles? Je voudrais connaître le reste à charge pour les familles pour ce voyage. Alors, on a le montant total qui est de 19 796. En revanche, on n'a pas forcément le montant de la participation de tous les autres partenaires, sachant qu'ils ont mis en place un certain nombre d'actions d'autofinancement qui leur permet aussi de réguler.
D'autres remarques? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La banque de bois. Oui, on vous propose une banque de bois façonnée en bloc. Une nouvelle fois cette année, hein, c'est la seconde fois, les interventions menées par le chantier de la citadelle, le chantier d'insertion, donnent lieu à la constitution d'un stock de bois. Il s'agit de bois malade, essentiellement du char, c'est de la course à modèle. Il revient à la ville de mettre en vente ce stock et les recettes, bien entendu, seront affectées au budget du chantier d'insertion. Après avoir consulté 3 exploitants, un seul nous a fait une offre pour l'achat et l'enlèvement de ces 80 squelettes. On vous propose d'autoriser cette vente à un prix de 1 400 € à la société de M. Prubel, dont le siège social se situe à Cancre. Afin d'encadrer cette vente, il est nécessaire de conclure un contrat que vous avez en pièces suivantes. Des questions? Non, pas de question. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le chantier d'insertion de la citadelle. Effectivement, cette délibération porte sur le chantier d'insertion de la citadelle. Chantier d'insertion qui est depuis septembre 2006. En septembre 2023, il a été convenu de l'encadrement de ce chantier par la SCOP Point Fort. Cet encadrement continue jusqu'à fin 2026. Ce chantier qu'on appelle désormais le chantier de la citadelle, vous le savez, les blocs de support pour du patrimoine fortifié de la citadelle, donc sur des activités d'espace vert, de menuiserie et de taille de pierre. Donc, chaque année, la ville de Langres recrute des agents pour ce chantier. Donc, c'est 4 équivalents temps plein, des personnes qui sont recrutées dans le cadre d'un contrat d'insertion et qui travaillent sur une durée de 20 heures hebdomadaires. Nous proposons le budget prévisionnel annexé à la délibération pour prolonger ce chantier en 2026 pour 4 équivalents en plus. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté l'unanimité. Le rapport suivant sur la réalisation du rapport. Oui, je sais. Le temps d'arriver à la page. Donc, comme chaque année, on vote pour l'année suivante donc, l'évocation que les commerces puissent ouvrir les dimanches. Donc, on a les dates pour les commerces hors automobile. Donc, c'est toujours les 3 dimanches qui précèdent Noël. Donc, pour l'année prochaine, ce sera le 6 décembre, le 13 décembre et le 20 décembre. Et par contre, pour les concessions automobiles, ils ont d'autres dates qui commencent dès le mois prochain, donc le 18 janvier, le 15 mars, le 14 juin, le 13 septembre, le 11 octobre. Je rappelle toujours le site de la Sainte-Catherine et une dérogation. Des questions par rapport à rapport, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le rapport suivant, c'est un rapport qu'on voit tous les ans. C'est l'avis de membre et actionnaire de la société SPL Zémal de France. Et chaque année, le conseil d'administration établit son rapport de gestion et qui doit être examiné par chaque actionnaire. Le conseil d'administration de la société a approuvé le rapport le 25 mars et l'assemblée générale le 24 juin. Donc, comme tous les ans, on vous demande d'accord sur ce rapport. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Ça fait l'unanimité. La dissolution des SMICOM. Alors, sur ce rapport, suite à la dissolution des SMICOM Nord et Sud, on demande l'approbation des nouveaux statuts du syndicat départemental d'énergie et des déchets. Juste pour vous préciser qu'au 1er mai 2026, les communautés de communes d'agglomération du département adhéreront directement au Z52. Assurera en leur Donc, du 25 mars au 20 juillet 2026,
sur une histoire revisitée de l'orientalisme. Donc nos collections possèdent de nombreux moulages du Palais de l'Alhambra. En plus, on en a à peu près 40 et le musée du Louvre de Lens est intéressé par 10 d'entre eux. Donc c'est l'objet de cette convention que je vous demande de bien vouloir accepter. Oui, je me demandais si, et d'ailleurs ça a déjà été évoqué lors de réunions antérieures du conseil municipal, si ces conventions de prêt pouvaient être couplées avec la promotion touristique de l'ordre. Lorsqu'il y a... Alors, c'est absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est exposé au milieu du Louvre, systématiquement, il y a un petit cartel qui explique que ça vient de notre collection à Langres, avec un renvoi en fait à la ville de Langres et à ses musées. Et ça, c'est organisé par les musées de France, cette organisation. Moi, je parle de promotion touristique. Comment? Je parle de promotion touristique. À partir de là, les personnes sont intéressées par la ville et comme on a de la pub sur nos musées, ceux qui veulent, ils viennent. Mais on ne fait pas un stand de la ville de Langres, on va dans le musée de France du Louvre. Non, il peut y avoir des affichages. Mais c'est ce que je vous explique, il y a un petit cartel. En fait, dans un musée, on ne peut absolument pas mettre ce que l'on veut. Dans un musée de France, tout est conventionné et tout est normé. Donc, c'est pour ça que nous insistons pour avoir ce cartel où on nomme la ville de Langres. Mais je ne parle pas du seul musée, je parle de lorsqu'il y a un musée dans une ville qui est en train d'une œuvre, il pourrait y avoir avec la ville un accord pour la promotion touristique de Langres. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Enfin, sincèrement, vous allez voir que là, parce qu'à chaque conseil municipal, vous savez, nous avons des conventions de prêt et des conventions de dépôt. Parce que nos musées vivent vraiment beaucoup et ça concerne vraiment beaucoup de sites. Là, vous allez voir, on a plus de dépôts que de prêts, mais quelquefois c'est l'inverse quand même. Et je ne vois pas du tout comment on peut être suffisamment réactif, parce que là on vient d'avoir la demande. C'est quelque chose qui va se faire au mois de mars. Solliciter une équipe pour aller faire de la publicité, de la promotion de notre ville, sincèrement, en tout cas au niveau du pôle culture, on n'en a pas les moyens. Est-ce que vous avez des questions sur la convention en fait? Donc c'est bon. Qui est contre? Donc là, le prochain rapport, le rapport 53, concerne pareil, un prêt au musée Thomas-Henri de Trouban. Donc du 26 juin au 8 novembre, le musée de Trouban a une exposition sur des thématiques surnaturelles dans l'art du 19e. Et donc du coup, notre musée a été sollicité pour un tableau de Charles Lebrun qui s'appelle La chute des anges rebelles. Charles Lebrun, c'est un célèbre peintre du 14, et de ce fait, je vous propose d'accepter cette convention pour la durée de l'exposition. C'est très bien, nos œuvres, enfin quelques-unes en tout cas, vous parlez de Langres dans les musées qui sont dynamiques et qui font des expositions. Elle nous dit que souvent on a des demandes ou même des... Je ne crois pas que... Je ne me souviens pas qu'on ait fait une exposition dans les quelques années qui viennent de passer. Est-ce qu'il y a une exposition de Géo Boulanger est-ce qu'il y a eu comme exposition de vente de la nature? On a eu Géo Boulanger, on a eu Monsieur J aussi également sur l'exposition de peinture, de peinture de Monsieur J, G et Y. D'accord? C'était il y a 2 ans. Ensuite, 2024-2025, tout est concentré, ça je vous l'ai expliqué, sur le chantier des collections. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous avons 75 000 objets à inventorier, à repérer, à photographier, à placer pour les mettre dans notre nouvelle réserve des musées.
C'est un travail colossal et en plus, tout ce que l'on ressort de nos réserves, on les met dans notre salle d'exposition. Donc, tant que nous n'avons pas fini notre chantier des collections, c'est-à-dire encore en 2026, nous n'avons pas le personnel pour pouvoir vraiment travailler sur une exposition. Dès que les réserves vont être emménagées, c'est un déménagement qui va durer plus d'1 an. En fait, là, nous allons libérer les espaces d'exposition habituels et nous pourrons envisager des expositions. Nous réfléchissons déjà à quel type d'exposition on pourrait avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous nos personnels et tous nos locaux sont concentrés sur le chantier des collections. Parce que le chantier des réserves aussi interfère sur la charge de travail de nos équipes. Nous avons recruté des personnels justement par rapport à ce chantier des collections. Et ce qui fait que, évidemment, c'est un travail qui va durer des dizaines d'années, pour ne pas se leurrer, mais nous avons du personnel dédié pour. C'est-à-dire qu'ensuite, nous pourrons complètement retrouver notre rythme d'exposition que nous avions. Une exposition phare sur un des deux musées, une année sur l'autre. Très bien, merci. D'autres questions? On laisse une note. Qui est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc pour le rapport 5.4, je vous propose le renouvellement de la convention avec l'agence d'attractivité. En effet, dès l'an dernier, nous avons donc fait convention avec l'agence d'attractivité pour justement avoir un regard plus touristique sur nos musées. Or, nous avons donc en septembre retravaillé les tarifs des musées d'augmentation pour les janvier. Donc la convention, en fait, elle permet à chaque musée de retravailler sur les horaires, les jours de fermeture, les coûts, les prix, parce que l'agence d'attractivité, je vous rappelle, prend 10% sur le nombre de billets vendus par leur billet. Donc c'est une adaptation de cette convention. Des questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, nous allons continuer donc avec des rapports qui concernent des conventions de dépôt. Donc cette fois-ci, c'est nous qui avons les objets des différents musées. Par contre, comme nous continuons de travailler sur l'inventaire, etc., nous nous apercevons qu'au niveau juridique, tous les dépôts d'œuvres ne sont pas conventionnés. Donc on a vraiment besoin de retravailler l'ensemble de ces conventions. Ce qui fait que je vous propose donc une première convention de dépôt donc avec le musée de Troyes. Donc c'est un renouvellement, en fait on a 3 sculptures et 2 tableaux qui sont à la MLBD depuis l'ouverture de la MLBD, mais nous n'avions pas de convention à jour. Donc là je vous propose une convention de 5 ans avec le musée des Beaux-Arts de Troyes qui accepte donc le dépôt de ces œuvres, qui vous nouvelle en fait. Des questions? Au moment de la délibération sur l'investissement sur la sécurité et les travaux assez lourds à faire à la lumière, on a prévu de revenir, suite à cette délibération-là, sur l'événement qui a marqué le Pont des Lumières, à savoir le cambriolage qui a eu lieu dans des conditions assez faciles pour le cambrioleur. Est-ce que vous pouvez dire au conseil municipal des éléments qui ont permis cette infraction et ce vol? Et surtout, ce qui a été dit, les éléments qu'on a pu glaner dans la presse, c'est notamment, apparemment, il y a eu levé de doute assez facilité, assez rapide, ce qui fait qu'on n'a pas pu empêcher d'intervenir suffisamment tôt pour prévenir ce cambriolage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à ce stade? L'enquête est encore en cours, c'est parce qu'on a identifié 2 personnes impliquées dans ce vol. L'enquête est terminée, l'enquête est toujours en cours. Les systèmes d'alarme ont très bien fonctionné, les caméras ont très bien fonctionné, c'est pour ça aussi qu'on a retrouvé les voleurs de manière très rapide. Et le système de fermeture des portes du musée d'emblée dans la structure n'ont pas été des portes métalliques ou quelque chose comme ça, et ce sont ça qu'on va compléter au niveau de la sécurisation de la porte notamment. Et aussi au niveau des lumières, parce qu'il y a certains endroits dans la cour où il y a des angles qui sont vraiment sombres. Donc on va refaire avec des détecteurs de lumière.
L'enregistrement sur les caméras, le cambriolage a duré 3 minutes. 3 minutes. En fait, ils savaient très bien ce qu'ils venaient chercher. On va chercher, on va passer au vote. D'autres questions? Non, qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport 5.6 concerne 2 statuts que nous avons donc depuis un certain temps dans notre chapelle du musée d'art et d'histoire. Ce sont des statuts qui appartiennent au monastère de Saint-Loup. Et donc là aussi, nous souhaitons le renouvellement d'une convention pour 5 ans, une convention de prêt. Nous avons contacté les sœurs du monastère, donc qui sont tout à fait partantes. Par contre, nous devons être régulièrement à jour de nos conventions, d'où ce renouvellement pour 5 ans. Les différents objets sont dans le rapport, hein, donc les 2 statuts sont dans le rapport aussi. Oui, il s'agit bien des 2 statuts monumentales qui sont près de la chapelle. Oui. Alors, les sœurs dites, elles sont parfaitement d'accord. Effectivement, je n'ai pas exactement la même notion. Moi, elle ne fait pas le fait qu'elle regrettait beaucoup que la chapelle soit finalement maintenant à Saint-Loup, en tout cas sur ses statuts, et elle espérait, dont elle dit, d'avoir au moins des copies. Alors, justement, donc là, nos services sont allés les voir, c'était pas plus tard que la semaine dernière, et on va proposer des moulages de façon à ce qu'il y ait des copies qui soient mises au monastère. Donc ça, c'est organisé. C'est une bonne nouvelle, parce que je crois que vous êtes très cabinet. Oui, tout à fait. Merci. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Enfin, encore une convention de dépôt. Donc là, ça concerne aussi des ouvrages qui sont à la MLBD depuis l'ouverture de la MLBD. Ce sont des ouvrages qui relatent des voyages et qui appartiennent à la bibliothèque diocésaine. Donc on souhaite régulariser ce prêt parce que là, il n'y avait aucune convention qui avait été mise en place. Et c'est pour ça que nous proposons donc une convention de prêt, de dépôt, de 5 ans avec ces ouvrages. Là aussi, ça a été vu avec la bibliothèque diocésaine. Pas trop mal. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et puis le dernier, donc là c'est une bonne nouvelle, donc c'est le rapport 5.8. Donc en fait, la Grave Grand Est a souhaité soutenir et continuer son soutien à nos musées. Et ils ont accepté de participer au financement du salaire de notre directrice du musée, qui est arrivée en septembre dernier, à hauteur de 50% pour une durée de 3 ans. Donc on a été très largement enchantés de cette proposition. On vous propose de l'accepter. Et c'est le résultat d'une collaboration efficace. Tout à fait. On reçoit régulièrement M. Chalut, donc, qui est le responsable du musée sur le Grand Est. Il est encore dans le mur lundi. Et c'est vrai qu'il est très attaché à nos musées et il est toujours prêt à participer au rayonnement de notre musée. Bien sûr, il a participé au recrutement, oui, mais ça c'était une demande de ma part. C'était absolument qu'on ait quelqu'un qui sache un petit peu poser des questions pour recruter un directeur de musée. Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Patricia. Voilà. Alors, comme je l'ai annoncé en début de conseil, je vous propose la motion qui nous a été présentée par l'Association des maires de France suite du congrès des maires de novembre. C'est la motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes. Parce que vous voyez bien que plus ça va, plus la pression des communes est exercée, et notamment autour du pouvoir d'agir des communes qui sont quand même de plus en plus limitées avec une pression importante de l'État, et aussi de tout ce qui concerne les projets de loi de finances qui auraient un impact énorme sur la vie de notamment avec une diminution des recettes aux alentours de 240 000 €,
et tout ce qui est la suppression et modification des procédures de loi en recette et d'argent. Donc c'est sur cette notion que je vous propose de voter la vie de l'enseignant. Vous voulez qu'on la laisse en entier? Parce que comme ça. Je vais vous la dire. Motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes. La liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par un État toujours plus centralisateur qui ne se réforme pas. Ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris des finances publiques. À l'occasion du 107e congrès des maires, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a lancé un appel à la liberté locale à partir de principes qui en garantissent l'effectivité ainsi que de propositions concrètes. La commune de Langres partage ces propositions pour redonner immédiatement du pouvoir d'agir aux communes et intercommunalités par, la libre administration des collectivités. Elle implique de renoncer à toute tutelle de l'État d'une autre collectivité. Par l'autonomie financière et fiscale, donc la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres qui doivent être prépondérantes dans les ressources des collectivités. Par la subsidiarité qui confie par principe à l'échelon le plus proche du citoyen le pouvoir de décision. Pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation des compétences entre collectivités d'une même catégorie. La commune de Langres s'oppose à toute mesure qui contreviendrait à ces principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune soutient les propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local pour adapter les textes aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Un moratoire sur toute nouvelle contrainte qui réduirait les moyens d'action des communes. Une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commande publique, afin de débloquer les projets. Faire un projet devrait être plus simple, plus rapide et moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans, et pourtant c'est l'inverse qui se produit. Enfin, le pouvoir d'agir implique des moyens. L'État doit tenir sa parole. Dans le projet de budget présenté pour 2026, cela impose la suppression du DILICO qui ne devait être instauré que pour un an mais qui serait finalement reconduit et aggravé, la suppression de la réduction de la compensation des impôts économiques supprimés qui avait pourtant été annoncée comme garantie à l'euro près, la suppression des modifications du FCTVA qui doit demeurer un remboursement, la suppression des coûts budgétaires envisagés dans la mission Outre-mer, la suppression du gel de la DGF et des baisses de crédits dédiés aux collectivités, la suppression de l'augmentation des cotisations CNRACL qui n'est pas le seul moyen de rétablir son équilibre financier. Les communes et intercommunalités ont démontré leur solidité au cours de ce mandat face à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur ses missions essentielles et de communes unies. À l'heure où le pays traverse une nouvelle crise politique et budgétaire, il est urgent de régénérer l'action publique et la démocratie par la liberté locale et la confiance. Mis à part quelques sigles qu'on ne comprend pas trop, DILICO. Alors, DILICO, c'est le dispositif de lissage fiscal. C'est le dispositif de lissage. C'était les communes les plus riches qui partageaient avec les communes les plus pauvres. Jusqu'à présent, on n'était pas concernés. Mais on pourrait être concerné dans les prévisions de budget. Ok, d'accord. Et la FCT, C'est le CR du spectacle vivant est effectivement très long. À partir du moment où nous avons souhaité y associer les principaux intéressés et aussi respecter les délais administratifs incompressibles. Vous avez vu ce qu'on vient de voter, où on parle des projets qui sont de plus en plus longs, de plus en plus coûteux et de plus en plus compliqués. On est complètement dedans. Aujourd'hui, l'AMO a été choisi suite à un concours et de nombreux candidats ont répondu. Tous les dossiers reçus ont été étudiés en profondeur et le résultat de cette consultation sera transmis en début d'année.
car les courriers de rejet des offres aux candidats concernés viennent juste d'être renvoyés. L'intérêt qu'a suscité cet appel d'offres est une bonne chose, car ce projet décrit par certains suscite vraiment l'intérêt de nombreux candidats. Désormais, nous devons nous assurer que les subventions pressenties soient au rendez-vous. C'est ce que nous avons expliqué par rapport au livre. Les points que vous soulevez, accessibilité, sécurité, environnement, sont en bonne voie de résolution. Et le début des travaux se fera dès que nous aurons les réponses à nos demandes de subvention. Nous savons que cet équipement est attendu et sommes ravis qu'il puisse se concrétiser pour répondre au mieux aux besoins des associations culturelles de notre ville. Notre maison du spectacle vivant sera, à n'en pas douter, un lieu prisé et reconnu de l'ensemble de nos acteurs et de nos habitants. Voilà ce que je peux dire. Vous pouvez poser votre deuxième question. En 2023, vous annonciez clairement que le Star allait s'installer en ville. Si l'une d'elles a bien reçu une seule promesse, l'autre, à savoir M. Julien Cohen, a l'air un peu éteinte. Pouvez-vous nous informer de l'état d'avancement de ce dossier qui, certes, relève de la sphère privée, mais qui, selon M. Cohen, nous doit beaucoup et concerne avant tout des bâtiments emblématiques du patrimoine de l'endroit? Le permis de construire est-il signé et valide? Les travaux engagés, selon certains, sans toutes les autorisations, vont-ils se poursuivre? Et depuis le mur qui scinde la propriété, ou pas propriété de M. Cohen, si je me trompe, est tombée, et donc, Alors, je ne m'associerai pas à des procès d'intention, ni à des propos dénigrants vis-à-vis des investisseurs privés qui ont fait le choix de croire au potentiel de notre ville. Les projets portés par des personnalités publiques suscitent parfois fantasmes et commentaires, mais ils relèvent avant tout de décisions privées. Ce que je peux affirmer, en revanche, c'est que notre collectivité assume pleinement sa responsabilité. Le permis de construire a été délivré dans les règles et il est parfaitement valide. Pour le reste, les travaux et leur calendrier relèvent exclusivement du propriétaire du bâtiment. Notre cap est clair, accompagner celles et ceux qui participent à la valorisation de notre patrimoine et à l'attractivité du territoire. C'est cette dynamique positive qui fait qu'aujourd'hui, la force de notre ville et qui manifestement suscite bien des convoitises. En ce qui concerne le mur, les entreprises ont été contactées par un propriétaire. Ensuite, notre participant. Ça vous oblige à débat, Vous les poserez au privé? J'ai une question par rapport à la question de Jean. Vous avez posé votre première question. Ça doit se débattre parce que en fait, le permis de construire, il a été accordé le 5 mai, alors que les travaux ont commencé dès le mois de février. Je ne répondrai pas, j'entends la première question. Donc vous n'avez pas fait votre... Tout est conforme. Monsieur Cohen a fait des travaux sans autorisation, Tout est conforme. sans panneau indiquant des travaux d'ailleurs, ce qui est complètement illégal et verbalisable, ce que vous n'avez pas fait. C'est vous qui avancez ces accusations. C'est bien, mais c'est des faits. Attention. Votre question, madame. Votre question, madame. Si c'est à moi de vous donner la parole, je pense que vous devez donner la parole à M. Franck, parce que le règlement du conseil municipal, on a 2 minutes, on n'a pas obtenu qu'il y ait que les questions orales données à débat. Je pense que vous devez quand même, en tant que premier magistrat de la ville, respecter ce règlement. Et je pense que ça donne lieu à débat, que M. Franck, vous devez lui accorder la parole ou non ce règlement. On l'a dit, il n'y a pas de question. Non. Vous avez affirmé, vous avez dit la parole libre en ayant affirmé ce que vous avez affirmé comme accusation, c'est votre choix. Maintenant, je demande de poser la première question de votre groupe. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits que je relate. Vous n'avez jamais pu justifier par rapport à ça, parce que vous avez bien Je ne vais pas le justifier. Merci, parce que vous n'avez pas fait retour d'avoir. Le permis de construire est autorisé, l'autorisé. Alors que les travaux ont commencé en février. Il y a eu, oui. Alors, on attend votre question.
reloger les associations hébergées dans ce bâtiment. Il s'agit de la compagnie cinématographique du Clocher et le IAC. Y a-t-il eu d'autres visites? Y a-t-il eu des propositions d'achat? Si oui, à quel montant? Y a-t-il eu des contre-propositions de la part de la ville? Et enfin, vous avez également mis en vente l'ancienne maison des syndicats aussi, située de la trésorerie. Pouvez-vous donner au conseil municipal les mêmes informations sur ce dossier? Oui, je vais vous répondre parce que je suis chargé un peu généralement de tout ce qui touche l'immobilier. Les domaines ont bien distribué tous les bâtiments dont vous venez de parler, mais à ce stade, je ne pourrais pas vous donner le montant de l'estimation des domaines, parce que sinon, je fausse complètement les ventes. Je vous rappelle quand même que quand on demande une estimation des domaines, on peut vendre beaucoup plus cher que ce qu'estime les domaines. Par contre, on est limité, on ne peut pas vendre moins cher, on est limité à 20% moins cher que ce qu'on veut les domaines. Donc, comprendrez bien que, actuellement, je ne vais quand même pas vous donner les estimations des domaines pour fausser la vente de ces bâtiments. Donc, vous n'aurez pas d'estimation des domaines, ça c'est certain. Oui, il y a un acheteur potentiel qui s'est présenté, qui a regardé, qui a fait des études. Pour le moment, pendant l'expérimentation de l'anglais, pour le moment, on n'a pas de réponse à ce chose. Chaque fois qu'on met quelque chose en vente, il faut savoir que généralement, il faudra 1 ou 2 ans pour le vendre. Il ne faut pas croire que ça se vend en 15 jours, 3 semaines ou 2 mois. Sinon, ce serait un peu trop facile. On n'est pas à Lyon ou on n'est pas à Paris. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a se proposer dans différentes agences immobilières et des échanges ont lieu. Mais pour le moment, on n'a eu aucune personne qui nous a donné une volonté très ferme d'acheter les bâtiments. J'espère que ça viendra sur 2026 et qu'on pourra les vendre peut-être en 2026 ou peut-être en 2027, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour les pistes de relogement, premièrement, vous voyez qu'on a le temps de relogement, mais bien sûr qu'on y a pensé. Premièrement, on a pensé bien sûr à ce que vous venez de parler précédemment, c'est-à-dire à la maison du spectacle vivant, au cinéma des jeunes, si on arrive à le faire dans l'équipe. Et puis aussi, comme vous en avez parlé, nous savons que nous avons des bâtiments qui vont se libérer de manière importante, qui sont les dépôts scolaires, et que là, il y aura certainement des possibilités de logement et de relogement. On a déjà parlé d'ailleurs avec les associations qui sont au courant que si elles doivent partir, elles auront un point de chute. Voilà. Question numéro 2. Et sur l'autre bâtiment, vous pouvez pas répondre. Sur comment? Sur l'autre bâtiment. La maison des syndicats. C'est la même chose. Vous avez eu un acheteur potentiel? Ils sont venus les deux sur les deux. C'est pour les deux. Alors, si vous demandez, faites pas l'erreur de vos prédécesseurs de ne pas faire jouer le droit de préemption s'il ne faut rien pendant les 4 ans. Il y a plusieurs erreurs de vos prédécesseurs où il était pris dans l'acte de dire s'il ne faisait rien, il fallait que ça revienne à la commune. J'espère que vous n'allez pas faire la même erreur. Très bonne idée, monsieur. Pour une fois, vous avez une bonne idée. Bon, la deuxième question. Sur le permis d'aménager d'anciennes télésonages. Un premier permis d'aménager a été accordé le 28 août 2025. Un permis d'aménager modificatif a été accordé le 25 11 2025 pour erreur d'usage du terrain. Pouvez-vous expliciter ce motif et pouvez-vous informer le conseil municipal des conséquences financières pour la ville de la création de ce lotissement en termes de réseau, voirie, etc. Alors, effectivement, une demande de permis d'aménager est déposée le 21 mars 2025 par le département pour l'aménagement d'un lotissement par voie de dessert sur le site de la DSMAC afin d'accueillir le futur hôpital et le futur centre de santé. Ce permis d'aménager a été délivré le 28 août 2025. Le 27 octobre 2025, le département a effectivement déposé une demande de permis d'aménager modificatif pour le motif suivant. Erreur d'usage de terrain. Il s'agissait en fait de distinguer deux usages distincts pour chacun des deux établissements qui s'installaient sur ce site. Un usage tertiaire pour le centre d'incendie et de secours et un usage sensible pour le centre hospitalier. Sur le premier PA avait été uniquement mis un usage tertiaire pour les deux sites. Et en fait, il faut séparer usage tertiaire pour le SDIS et usage sensible pour le centre hospitalier. Voilà
la raison de la modification. Alors, au vu des avis avec de l'ACH et de l'ARS, ce permis d'aménager modificatif a été accordé le 25 novembre 2025. Pour l'heure, la création de ce lotissement n'a aucune conséquence financière pour la ville de Langres, puisque le département réalise en totalité des travaux d'aménagement sur ce site. Les conventions de rétrocession de certaines parties de ces aménagements, voies et espaces communs, seront signées à l'issue de ces travaux. Et pour le moment, ça n'engage aucun frais pour la ville de Langres. C'est quoi l'usage sensible? C'est la détermination pour le centre hospitalier. C'est un classement. Mais ça veut dire Tous les conséquences, parce que tu as des malades et puis tout ça, donc c'est un usage sensible. Tu as des malades et tout ça, donc c'est une activité sensible. C'est pas comme un usage tertiaire où tu as de la active. Et au début, le premier permis d'aménager, ça avait été mis que usage tertiaire. Donc il fallait distinguer avec cette appellation. Oui, mais ce que Madame Dufaux, je pense, demande, c'est quelles sont les conséquences et quelles sont les études complémentaires du fait quelle est la distinction, quelles sont les contraintes, la différence entre usage tertiaire et usage sensible. Est-ce que c'est par exemple la pollution ou autre chose? C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a sensible, quelles sont les études complémentaires sensibles? Il n'y a pas d'études complémentaires, c'est simplement du terme administratif. Sinon, vous avez dit que ça n'avait aucune incidence financière pour la ville. Or, dans la presse, on a pu lire que M. Lafroy disait que la ville de Langres avait investi je ne sais plus combien de milliers d'euros, ainsi que la communauté de communes. On l'a vu dans le journal. Pour le moment, le conseil départemental prend en charge complètement tout ce qui est investissement de voirie et de réseau. Et tout n'est pas forcément exact. On l'a entendu aussi le conseil départemental, je ne sais pas. On aura des rétrocessions, bien sûr. On aura des rétrocessions quand les travaux sont finis. Quand les travaux sont finis, on aura des rétrocessions. Tout à fait. Ce conseil municipal du 18 décembre est terminé. Oui, madame le juge. Attends, le micro. Alors, voilà, je tiens à présenter les excuses pour avoir quitté c'est parce qu'en fait, j'ai l'habitude de racheter parce que je suis agressée. Or, une personne dans le public m'a répété à 5 fois, je vous entends. Je n'ai pas pu réagir sur le moment, mais à cette personne et à toute l'assistance, je tiens à vous laisser réfléchir à la phrase de François Guizot qui disait « Les injures suivent la loi de la pesanteur, elles n'ont de poids que si elles tombent de haut. » Je vous remercie. Et honte à la personne qui a un Merci Agnès. Je vous adresse de joyeuses fêtes de fin d'année en famille et en ami. Et bien sûr, papa